un des sentiments qui m'a traversé, qui m'a perturbé en 2020, mais aussi en début 2021, c'est la violence dans la société. Et donc, naturellement, je me pose la question, comment gérer cette violence, comment la traverser, comment exister dans cette période. Et aujourd'hui, je reçois Marie Robert, qui tient ce compte Instagram qui s'appelle Philosophie is Sexy, et qui est une philosophe, professeure de philosophie également. Et avec Marie, toujours avec le sourire naturellement, on parle de cette violence de la société et de comment, justement, se positionner, traverser cette période de crise dans laquelle on était et dans laquelle on va continuer à être pendant un petit moment. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Alors en fait, on a discuté ensemble pendant la trêve hivernale, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, on est tous les deux tombés d'accord sur l'idée qu'il y avait un sujet qui était majeur à traiter, qui était la violence. Moi, je vois beaucoup autour de moi, mais aussi sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont dans une détresse assez forte. On a vu les événements aux États-Unis. Et en fait, il y a, et en France aussi d'ailleurs, une violence inouïe en ce moment dans la société. Et je crois que c'est important d'en parler et de voir comment traverser cette violence, parce que malheureusement, je ne suis pas certain qu'elle s'en aille tout de suite. Même si c'est une nouvelle année. On espère. On espère, ouais. mais... Évidemment. Toi, pourquoi c'est un sujet aussi qui te tient à cœur, la violence ? Alors, pour tout un tas de raisons. Déjà, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a de plus en plus de violence, mais je crois surtout qu'on s'habitue de plus en plus à la violence. C'est pas tant qu'il y en ait plus, parce que au fond, si on prend toute l'histoire de l'humanité, sans doute qu'on a traversé des périodes beaucoup plus violentes. C'est juste le paradoxe entre notre degré prétendu d'évolution et en fait, cette violence pernicieuse, et notamment, et je pense qu'on aura l'occasion de le développer, notamment dans nos échanges et dans nos discussions. C'est-à-dire, c'est une chose, la violence physique, évidemment, mais c'est aussi une chose d'être tous les jours habitué à des décharges, en fait, de violence dans toutes nos sphères de conversation. Et effectivement, les réseaux sociaux sont une tribune parmi d'autres, parce que c'est pas la seule. Il y a aussi la violence dans la rue, dans la circulation, dans les magasins, etc. Et pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que, évidemment, encore une fois, je suis aussi professeure, je suis aussi directrice d'école. Et en fait, vraiment... Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai envie de dire aux gens, en fait, stop, pensez à nous, enseignants demain. C'est-à-dire, pensez juste à nous, qui toute la journée essayons de dire, non, tu sais, la main ne sert pas à taper. Non, tu ne peux pas t'adresser de cette façon-là à ton camarade. Et en fait, juste t'allumes ta télé, ta radio, n'importe quel support d'information, et il se passe ça. Donc, c'est un enjeu majeur parce que vraiment, les générations futures nous regardent. Et c'est toujours culpabilisant quand on dit ça. C'est pas le but. C'est pas le but de nous culpabiliser, mais plutôt de nous responsabiliser. Nous dire, il y a des enfants qui sont en train de grandir, qui sont les adultes de demain, et qu'on est en train d'exposer à ça. Alors effectivement, quand tu parles de violence physique, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu aussi peu de morts tués. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a moins de violence physique dans le monde, dans l'absolu. Statistiquement, en tout cas, il y a moins de violence. Néanmoins, il y a effectivement une violence morale extrêmement forte. Et moi, je me bats beaucoup, tu le sais, avec ces idées un peu binaires. Donc, tu vois, ces combats où finalement, on ne discute même plus du sujet. Et les médias jouent beaucoup là-dessus, d'ailleurs, à voir des gens s'opposer. Donc, ils prennent les deux extrêmes et puis on regarde la bataille un petit peu comme ça. Donc, il y a ça qui existe, qui peut-être nous excite et les réseaux sociaux favorisent peut-être les bulles, en tout cas. Ce genre de choses. J'entendais ce matin sur France Inter une citation de Hannah Arendt autour de la démocratie et le fait de discuter les idées, et ça m'a fait réagir. Je sais pas si bon, j'imagine que c'est une auteure que tu connais bien, mais je sais pas si tu vois à quelle phrase je fais référence, que je m'en souviens plus. Alors, je sais pas la phrase exactement, mais évidemment, Hannah Arendt fait partie de ces auteurs qui nous alertent, en tout cas, sur le fait que la discussion et la participation, en fait, à cet espace public, la capacité à discuter, à recréer,
ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ne pas forcément, alors en l'occurrence là on n'est pas en désaccord, mais recréer des espaces d'échange, de nuances, de vraiment d'être capable de poser sa discussion. Alors il y a Hannah Arendt, il y a un autre auteur qui s'appelle Jürgen Habermas qui parle de l'éthique de la discussion. Et il faudrait qu'on soit capable, et c'est parfois ce qui nous manque. Alors moi, c'est pas du tout une accusation des réseaux sociaux dans l'absolu, parce que c'est aussi des espaces merveilleux et qui peuvent être des espaces d'échange, mais ça l'est si on s'accorde en fait sur des modalités, je dirais, de départ, la capacité à s'écouter, la capacité à nuancer, la capacité à accepter que peut-être on n'a pas vu ce prisme-là ou ce point de vue-là. Et en fait, je crois qu'on est la violence naît non seulement déjà de la peur, et effectivement, on est dans des peurs médiatiques, alors plus ou moins justifiées, mais en tout cas alimentées par les médias. Et ensuite, de la peur génère des positions extrêmement rigides. Et forcément, en fait, peur plus position rigide égale on se tape sur la gueule. Qu'est-ce que ça dit de la société, cette violence? Tu sais, la violence, elle est liée à ce que tu disais, elle est liée aussi à une forme de défiance des autorités, de la politique, des médias, des patrons, d'un certain nombre d'autorités, en fait. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Est-ce que c'est une société en décadence quand il y a autant de violence? Ou c'est une société en transformation? Moi, j'ai toujours plus envie de te répondre par la transformation que par la décadence. J'ai envie de te dire, mais non, c'est juste qu'on est en train de s'ajuster. Non, et tu le vois, et je vais reprendre encore l'exemple des enfants, pour les avoir beaucoup observés. Tu vois les enfants violents, alors que ce soit physiquement ou, tu vois, qui sont toujours un peu en train d'insulter les uns les autres, c'est souvent quand il leur manque des outils ou de la place ou une reconnaissance. Et en fait, c'est troublant, parce que dans un espace de classe, dans une ambiance de classe, tu te rends bien compte que ces enfants-là, c'est juste qu'ils n'ont pas complètement l'impression d'être écoutés, d'être considérés, d'être regardés. Et je crois que c'est aussi ça, et tout ce qu'on peut, alors sans rentrer dans la polémique, mais tout ce qu'on peut voir autour d'une idée du complot, d'une idée dont on nous cache des choses, d'une défiance envers la confiance d'ailleurs, qui encore une fois, qui est plus ou moins justifiée à l'égard d'un gouvernement, c'est aussi un appel en fait à trouver sa place. Alors évidemment, les raisonnements sont parfois extrêmement précaires, fragiles, mais c'est une volonté de trouver sa place. Et sans doute que plus que de la décadence, c'est un ajustement, et c'est un ajustement qui est d'autant plus surprenant par rapport à l'année qu'on vient de vivre et la crise qu'on est encore en train de traverser. Ouais. Même si j'avais envie de te revoir en te disant la dernière fois qu'on a discuté, on était en plein dedans, là j'ai envie de te dire, là ça y est, ça se termine malheureusement de fait, alors, en étant un tout petit peu honnête. alors, de mon point de vue, alors on peut voir ça de deux manières. Je pense que ça va durer longtemps. Pour moi, une bonne vingtaine d'années, donc on n'est pas sorti du tout de cette histoire de crise, parce qu'il y a plusieurs crises qui arrivent, évidemment. Il y a la crise sanitaire qu'on a vue, mais il y a la crise économique, la crise sociale, la crise politique, la crise financière, la crise paradigmatique, et puis la crise écologique. Donc bon, je vais faire un épisode d'ailleurs sur ces multicrises, ça va être intéressant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... alors on peut voir ça comme des crises, mais tu sais, en chinois, dans crise, t'as ces deux... il y a deux idéogrammes. Le premier, c'est la chute, et puis l'autre, c'est l'opportunité. Donc, en fait, tu peux aussi voir ça comme une transformation vers quelque chose qui, de toute façon, est nécessaire. Mais est-ce que... et peut-être que la violence qu'on ressent toutes et tous, elle est liée à la peur, et cette peur, elle est aussi parce qu'on est dans un monde... en bascule. Et je pense que ça fait un petit moment qu'il est en bascule, ça fait globalement depuis les années 60, et puis là, en fait, on est vraiment au moment de la bascule. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, je pense que dans 10 ans, à aujourd'hui, on vivra de manière très différente pardon, ma phrase est pas terrible, mais dans 10 ans, on vivra sans doute de manière très différente d'aujourd'hui, et du coup, je pense qu'il y a, effectivement, ça génère pas mal de peur, des envies de c'était mieux avant, de retourner en arrière, vivement qu'on revienne à la vie comme on vivait avant, etc. Alors qu'en réalité, comme la manière dont on vivait avant, c'est le problème. Donc du coup, c'est pas vraiment une bonne idée d'y retourner. Tu penses que les réseaux sociaux, alors c'est pas vraiment une question pour la philosophe, mais ont un rôle à jouer dans cette dichotomie des avis? Parce qu'en fait, il y a vraiment, comme on vit tous dans des bulles, il y a vraiment ces bulles qui s'affrontent quelque part.
Alors, en fait, ce que je trouve à la fois intéressant, même si c'est déstabilisant, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux te permettent, et encore plus dans des périodes où on est pas mal confiné et on n'est pas forcément, tu vois, très exposé à l'extérieur. Puis en fait, on parle qu'à des gens qu'on connaît. Donc, alors, ça veut pas dire que les gens qu'on connaît sont tous d'accord avec nous, mais Non. on est dans un tissu qui, quand même, souvent est plus familier. Les réseaux sociaux permettent, en fait, d'avoir une sorte de fenêtre ouverte sur des opinions diverses. Et de ce point de vue-là, c'est forcément intéressant, parce qu'en fait, les réseaux sont aussi une confrontation à l'altérité. Ah tiens, il y a des gens qui pensent ça. D'ailleurs, tu peux repérer un peu des tendances, tu peux repérer plein de choses sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être quelque chose qui est porteur et qui est intéressant. Après, la problématique, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a constaté l'altérité ? Première option, effectivement, soit on discute et on se rend compte que... Alors, c'est pas tant forcément vouloir convaincre à tout prix, mais vouloir, en tout cas, peut-être ajuster nos positions respectives. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse, moi, souvent dans la discussion, qui originellement, au Moyen-Âge, s'appelle la dispute. C'est plus d'essayer d'arriver, pas tant à vouloir absolument que l'autre soit d'accord, mais de confronter, en fait, de travailler deux opinions. Ou pour abandonner la nôtre, ou pour la renforcer. En France, on est très fort pour faire ça. On aime bien la discussion. Exactement. Ça renforce juste mon opinion. L'autre option, c'est justement de tomber dans un truc de « mais ils sont complètement débiles, mais comment on peut penser une chose pareille ?» s'offusquer jusqu'à s'insulter. Mais il y a aussi une troisième option à laquelle je crois beaucoup, c'est en faire aussi des espaces pédagogiques. En fait, il faut, et là, je remets la casquette de prof, mais pas de petits enfants, mais plutôt d'ados. Moi, j'ai plein d'ados. Leur source numéro 1 d'information, ce sont les réseaux. Et en fait, quand on a accès à des choses, quand ils ont accès à des choses un peu pédagogiques, que ce soit des comptes Instagram un peu explicatifs ou des comptes qui donnent des informations en essayant de donner un éclairage, c'est aussi un support qui est absolument formidable. Et je crois qu'une des manières, justement, de répondre à cette sensation de vertige, de chute, c'est d'expliquer, en fait, petit à petit, d'expliquer plein de choses. De dire, non, en fait, certes, on est dans un basculement, mais on n'est pas complètement en train de se fracasser au sol. Ah non, mais moi, je pense dire que quand il y a quelque chose qui s'effondre, il y a aussi quelque chose qui naît. Donc, complètement. C'est essentiel de le rappeler, bien sûr. C'est important. Alors, je pense que une fois qu'on se dit il y a beaucoup de violence dans la société, l'ambiance est un peu délétère. La question, je pense, pour les personnes qui écoutent, c'est comment je traverse ça, moi, à mon petit niveau. Comment je gère cette violence autour de moi. Et comment j'y participe aussi. Et comment j'y participe, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est ça. Une des premières questions, au-delà du comment gère, et c'est jamais agréable, mais c'est de se rendre compte qu'effectivement, dans quelle mesure nous, on y participe aussi. Alors, évidemment, il y a des individus plus ou moins violents, plus ou moins dans l'agressivité. Je te trouve très violente. N'est-ce pas ? C'est dans le ton de ta voix, je trouve. N'est-ce pas ? Qui est émotionnellement un peu plus de mal à gérer. Mais il y a déjà ça. Et ensuite, il y a aussi comment j'y participe en étant réceptacle de ça. C'est-à-dire, et moi, je me suis vraiment posé la question face aux événements qui se sont passés aux États-Unis. Donc, voilà, avec le Capitole, envahi avec des images qui visuellement sont très fortes. Enfin, des hommes avec des chapeaux de trappeurs en plein milieu du Capitole. Je sais pas exactement ce que tu es en train de regarder, d'ailleurs. Il y a un problème de décryptage de « Attends, mais à quoi j'assiste exactement ?» Mais à côté de ça, le même soir et dans la même soirée, l'information de finalement la Géorgie passe du côté démocrate, le Sénat aussi. Et donc, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on choisit de regarder. Et en fait, est-ce que je choisis justement de regarder de la violence, quelque chose de délétère, ou est-ce que je choisis de regarder un système démocratique ? Alors après, on est plus ou moins d'accord, mais qui de fait est en marche, de fait des élections se passent, de fait on peut tweeter que les élections ont été volées, mais en fait quand même, in fine, il y a quand même du factuel et une réalité. Et c'est là aussi où nous, on peut faire le choix parce qu'on a l'impression qu'on va plus pouvoir gérer ses peurs, ses angoisses, ses images, parce qu'il y a aussi un déferlement auditif et visuel, il y a un déferlement sensoriel qui est dur à traverser, en fait, et qui infuse en nous malgré nous, et se dire, en fait, je coupe. Alors, je coupe, ça veut pas dire je ne m'informe plus et je vis dans mon terrier, mais juste qu'est-ce que je décide de regarder ou non. Parce qu'effectivement, quand tu dis ça, j'ai la sensation que ça fait un peu, je coupe. Oui. Mais par contre, je me souviens de l'épisode 50
51, que j'ai enregistré avec Mo Godat, où il parlait de ce qu'on choisit effectivement de regarder autour du bonheur. J'adore cet épisode. Et il disait, en fait, tant qu'on choisit de regarder des films de guerre, des séries où les gens se tuent, en fait, les gens vont continuer d'en produire, déjà. Ça, c'est la première chose. Exactement. Donc, tu auras d'autant plus de films, tu vois, à catastrophe. Si tu choisis de les regarder, nécessairement, c'est une économie. Donc, nécessairement, on va se dire, tiens, il y a une demande pour ça, donc on va continuer de les produire. Donc, déjà, ça entraîne, évidemment. Et pareil pour les infos, c'est-à-dire que j'avais une discussion hier avec quelqu'un qui est intervenu 3 fois à la Convention citoyenne. Et il me disait, en fait, les gens sont arrivés, c'était des citoyens lambda, parfois écolo-sceptiques. Et en fait, la grande découverte, entre guillemets, c'est que quand tu prends le temps d'expliquer, les gens comprennent, ils sont pas cons. Et en fait, le truc, c'est que j'ai la sensation que... Alors, tu vois, sur les podcasts, c'est vrai qu'on prend le temps, et moi, c'est ce que j'essaie de faire sur Volant, etc. Mais dans les médias, c'est les experts, entre guillemets, ils ont 2 minutes, 3 minutes pour exprimer une idée complexe. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire choisir, pas de pas s'informer, mais de choisir la manière dont on s'informe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand je parlais tout à l'heure de pédagogie, c'est exactement ça. La pédagogie, ça veut pas dire infantiliser, ça veut pas dire je vais te faire la leçon, moi, devant mon tableau noir. Ça va juste dire... Voilà, je peux donner des clés parce que c'est mon métier, parce que c'est ma profession, parce que je suis dedans depuis longtemps. Donc, je peux te donner des clés de compréhension. Et effectivement, des espaces. Et peut-être que d'ailleurs, pourquoi il y a une telle demande envers le podcast, c'est aussi parce que c'est des espaces sereins, reposants, qui soit racontent des histoires, soit sont des documentaires, soit sont des interviews, où on a un temps, en fait, qui se déplie. Moi, j'ai toujours cette image en tête et une idée qui, pour le coup, est assez... répandu en philosophie de on déplie une idée, une notion, un fait, c'est jamais juste un point d'impact. Il y a plein de choses à décortiquer. Et en fait, prendre le temps justement d'infuser, et souvent quand tu décortiques et quand tu déplies et quand tu as des outils, eh bien tout d'un coup tu redescends. Déjà parce que tu redescends émotionnellement, déjà parce que au lieu d'avoir peur, peut-être que en fait tu vas te rendre compte que tel ou tel point, non, sont plutôt sécurisants, et puis aussi sont justement complexes. Et au lieu d'être dans la réaction, tu peux être dans la pensée, puis dans l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'effectivement, choisir ces médias, alors vraiment, moi, c'était pas du tout mettre à l'écart, parce que c'est important d'être conscient du monde dans lequel on est, parce que l'inverse est presque encore plus flippant. Quand tu coupes de tout et que tout d'un coup, t'as l'impression qu'il se passe des trucs énormes. C'est clair, c'est là où tu deviens complotiste, c'est là où tu deviens complètement dingo, parce que tu te dis, oula, en fait, il y a des trucs incroyables. Donc non, au contraire, évidemment, s'informer, mais il faut jamais perdre de vue qu'on est toujours acteur. Et de notre consommation, et de notre vie, et de l'information. Enfin, on n'est pas obligé de subir telle ou telle source. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que pour mieux traverser... J'imagine qu'il y a d'autres clés, mais pour mieux... En tout cas, une des clés, c'est que pour mieux traverser, il faut avoir conscience de son rôle dans la manière dont on reçoit l'information, finalement. D'abord, le choix de l'information qu'on choisit d'absorber, et puis après, la manière de l'absorber. Et exactement, la manière donc ce qu'on décide d'absorber, la manière de l'absorber et ce qu'on décide de partager. Parce que finalement, tu sais, c'est quelque chose de complètement anodin et qu'on fait dans la vie quotidienne. Alors, soit en partageant une story sur Instagram, soit en rencontrant quelqu'un en lui disant « dis donc, t'as vu tel ou tel événement ?» Mais en fait, on peut aussi, et souvent c'est négatif, on peut aussi décider de se dire « waouh, t'as vu ?» Un truc absolument incroyable. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Et c'est pas du tout une idée juste utopiste ni illusoire. Je suis absolument convaincue, et c'est pour ça que j'avais adoré cet épisode que je recommande, 51, c'est ça 51. Chaudement. C'est parce que vraiment, ça a un impact, et ça a un impact sur nos relations, sur nous, l'état dans lequel on se sent, et forcément ce qu'on dégage. Et il faut jamais oublier qu'on est tous des particules d'une société, donc on peut pas juste l'accuser. Non, coupe ta chaîne d'infos, en fait, si tu trouves ça anxiogène, et si, au fond, ça te accélère ton rythme cardiaque. Ouais. Et c'est quoi pour toi les autres méthodes pour traverser une période tumultueuse, on peut dire ça? Je crois qu'au-delà de effectivement toute cette réflexion à qu'est-ce que j'absorbe, etc., il y a le deuxième point, c'est le passage à l'action. Comment moi, en fait,
quand je disais c'est un problème de reconnaissance et de place des enfants dans une classe et c'est pour ça qu'ils deviennent violents, eh bien, en fait, pareil, je reprends toujours cette même métaphore. Il y a quelque chose de fascinant quand tu leur donnes une responsabilité. Alors, la responsabilité dans une classe va être, je sais pas, changer l'eau des fleurs. Je trouvais votre responsabilité. Eh bien, c'est incroyable parce que tout d'un coup, en fait, il donne une signification à sa présence. Tout d'un coup, il a quelque chose à faire. Il faut prendre soin du vase. Ah bah oui, bah ensuite, il faut recouper les tiges. Bon, bah ensuite, il faut faire telle ou telle chose. Et je crois que pour les adultes, c'est exactement pareil. Une des manières aussi de traverser, c'est de dire, bah, à mon échelle, dans ma vie, dans mon quotidien, alors sans devenir un super-héros et sans aller chasser les hommes déguisés dans le Capitole, se poser la question de, moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais, quelle signification je donne et comment je participe, en fait, à faire quelque chose qui, pas seulement me fait du bien, mais ça a un sens dans une vision globale que j'essaye de rejoindre, quoi. Alors, ça peut être, je sais pas, donner des cours de maths à son petit voisin, ça peut être partager sa machine à laver avec la voisine du troisième. Bon, je suis très dans les voisins parce qu'en même temps, on a peu d'espace de déplacement. C'est ça. Nos voisins sont le centre de notre monde. Donc, évidemment, il n'y a pas que les voisins. On peut décider de faire d'autres choses. Mais tu vois, je donne en ce moment des cours de philo en ligne sur Zoom. Et en fait, je suis juste bluffée de voir déjà que le mardi, les gens écoutent 1h30 de philo. Déjà, c'est hyper rassurant. Mais je suis surtout bluffée de voir qu'ils vont engager des lectures, faire des groupes de travail, enfin, tout d'un coup, enclencher en fait quelque chose. C'est pas leur métier, c'est pas le centre de leur vie. On n'a pas la prétention de devenir, tu vois, de devenir universitaire ni quoi que ce soit. Mais pour autant, c'est créer des groupes de réflexion et puis ensuite, quelles actions on peut faire. Donc vraiment, c'est agir. L'action est, je pense, un des plus beaux palliatifs et un des plus puissants à l'angoisse. Et en fait, l'action dont tu parles, j'ai l'impression qu'on pourrait la résumer, entre guillemets, par le soin porté à l'autre. Et c'est marrant, j'ai entendu un épisode d'un autre podcast dont je me souviens pas le nom, c'est pas que je veux pas faire de pub pour les autres, mais c'est juste que là, pour le coup, je me souviens pas. D'un autre podcast qui parlait du soin et en particulier en se rendant compte que les personnes qui font du soin en France sont très très majoritairement des femmes, que ce soit dans les écoles mais aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, etc. etc. Est-ce que ça implique peut-être de développer son féminin pour chacun, encore une fois, et d'aller vraiment dans ce soin. Alors, bien sûr, il faut pas... Enfin, moi, j'essaye de faire attention, en tout cas à mes amis, moi, je pense que je le gère à peu près bien, cette partie-là, en tout cas, de pas porter du soin aux autres dans l'idée de se porter du soin à soi, parce qu'en fait, il faut d'abord se porter du soin à soi pour porter du soin aux autres. Mais est-ce que c'est pas ça, quelque part, de se porter du soin... Alors, peut-être du soin à soi en faisant de la méditation, ou oui, du yoga, exactement. ou peu importe, et du soin aux autres pour penser le monde. En tout cas, je crois que là où tu touches à quelque chose de pertinent, c'est se dire que, bien sûr, c'est un luxe, mais c'est pas un caprice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une importance fondamentale. D'abord, se porter du soin, parce que là encore, on se sent plus aligné et on est capable de donner autre chose. Et ensuite, que cette idée de soin, et c'est pour ça que je disais, c'est pas utopiste, c'est pas juste un truc un peu illusoire et bien pensant, pas du tout. C'est que tu vois qu'en fait, tout d'un coup, nos rapports sont différents et qu'on construit un tissu qui est différent. Alors, est-ce que c'est développer son féminin ou est-ce que, en tout cas, c'est changer le regard sur ce qu'on pense être du féminin et tu vois, ça c'est toujours qui de la poule ou de l'œuf. Mais en tout cas, s'inscrire dans le soin, c'est se rendre compte aussi qu'on refuse justement qu'on transforme nos rapports et que ces rapports de violence, c'est aussi une manière de vouloir être en lien, mais une manière extrêmement maladroite, mais c'est vouloir être en lien. Et là, c'est pareil, si ma main peut frapper, ma main peut aussi caresser et en prendre conscience et se dire dans quelle mesure moi je peux m'octroyer suffisamment d'intérêt et d'importance pour que ma main je puisse caresser l'autre. C'est sûr que sans doute qu'on avance différemment. Et en même temps, je voulais parler avec toi je trouve que la philosophie, je le vois sur Instagram, dans les stories par exemple, ou même dans le feed de temps en temps, mais de manière plus large, beaucoup de gens
repartage, parce qu'il cherche ce soin, cette douceur, et donc il partage des phrases, tu vois, dites, qui sont des phrases de philo finalement, hein, d'une forme de sagesse ancestrale. Et j'ai l'association que la philo, justement, permet de traverser cette période de violence, et donc cette violence qui nous entoure en fait. Est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce qu'il y a des philosophes? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des phrases, je ne sais pas si tu as des citations, qui permettent, tu vois, pas d'aller mieux, mais en tout cas de se soulager d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'y penser? En fait, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un éclairage, et on l'avait déjà évoqué ensemble, qui est assez nouveau sur la philo. Alors, la philo n'est loin d'être nouvelle, et même l'intérêt porté à la philo, il y en a déjà, mais là, ça devient encore plus important, sans doute parce que, alors c'est pas du tout ni pour les opposer, mais c'est plus une comparaison, sans doute parce que la philo, contrairement peut-être à la psycho ou à un développement plus personnel, intègre déjà le collectif. La philo, tu penses le nous, tu penses l'universalité. Donc, effectivement, c'est important. Après, je crois que dans la recherche de citations, alors moi, je me méfie toujours un peu des citations parce que justement, ça déplie pas beaucoup. Mais en tout cas, il y a cette idée de construire collectivement quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, une des lectures qui peuvent être pertinentes, c'est souvent la philosophie grecque. Alors, je dis ça pas uniquement parce que pour des raisons chronologiques et parce que ce serait un point de départ, mais on voit dans tous les dialogues de Platon, déjà un peu plus accessible que tout de suite lire Hannah Arendt, parce que même si j'adore Hannah Arendt, il faut être un tout petit peu aguerri. Les dialogues de Platon sont un tout petit peu plus accessibles en premier lieu, déjà parce que c'est la forme du dialogue. Et ça aussi, c'est précieux, et non seulement du dialogue, mais du dialogue dans la cité, du dialogue dans la cité grecque, quoi. Donc vraiment avec cette idée, avec différents personnages qui incarnent différentes positions, alors les sophistes, etc. Et essayer ensemble, malgré des désaccords, et avec ce Socrate qui veut toujours les titiller un peu, mais quand même, tout en étant dans la conversation et dans l'échange, en fait, arriver à affiner et arriver à décortiquer une notion. Quand tu lis Le Banquet ou une soirée entre amis, ils parlent d'amour et chacun des personnages donne sa vision de l'amour en discutant juste, c'est une manière en fait assez intéressante, non seulement de structurer son esprit, parce que c'est une gymnastique aussi, hein, ça vient pas du jour au lendemain, non, tu te dis sûr. Pas, enfin c'est pas évident quand t'es pas habitué, et en plus un texte qui est agréable à lire et qui parle d'à peu près tous les sujets, parce que l'avantage des Grecs, c'est que quand même grosso modo la violence, l'amour, le désir, l'autorité, tout ça, c'est bon. Il y a dedans. Bon. Et en fait, comment on fait du coup pour... parce que ce que tu conseilles, c'est de déplier des idées. Ouais. Mais ça demande... Je ne sais pas si toutes les personnes qui écoutent se sentent capables, tu vois, de déplier une idée. Parce que on pourrait aussi partir d'une citation ou d'un texte biblique ou... Enfin, peu importe la religion. Et puis la déplier, et puis en discuter. Mais... Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça demande pour faire ça? En fait, alors là, pour le coup, de manière hyper triviale, c'est se poser des questions. Et la toute première, c'est en fait, mais quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça, est-ce que je suis d'accord avec ce que je lis? Comment ça résonne? Sur quels exemples? En fait, tu sais, c'est le bon côté de la dissertation de philo. Alors, évidemment, tout le monde a oublié parce que tout le monde a trouvé ça rébarbatif comme exercice. Pas du tout, je vois pas quoi tu fais. Un peu chiant et un peu méthodique. Mais quand tu y penses, une disserte de philo, tu vois, je sais pas, n'importe quel sujet, l'idée de liberté totale a-t-elle un sens? Qui est vraiment un sujet du bac. L'idée de liberté totale a-t-elle un sens? Eh bien, essayez de se questionner en disant, attends, liberté totale, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ah, ben ouais, mais peut-être que ce serait quand même le bordel si c'était la liberté totale. Oui, mais alors, dans quelle mesure, en fait, encadrer la liberté? Oui, mais une liberté encadrée, c'est quand même super bizarre. Et ainsi de suite, en fait. C'est vraiment la capacité à se questionner. Et là, tu vois, ça fait écho à ce qu'on s'est dit, quand on n'est que dans la réaction, quand on n'est que dans l'accélération, quand on est dans juste « je veux convaincre », arriver à un point, en fait, tu ne te poses pas de questions. Tu es dans l'affirmation. Et je crois que voilà, s'il y a bien une chose que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est juste se dire peut-être un peu moins d'affirmation, un peu plus de questions. Et la question, ça ne veut pas dire de la méfiance, ça ne veut pas dire être justement toujours dans ce côté « ah non, peut-être qu'on me cache des choses ». Non, c'est se questionner en se regardant
matin dans la glace en se disant, mais attends, est-ce que mes peurs sont mes peurs? Est-ce que je suis OK, en fait, avec tout ça? C'est aussi peut-être déconstruire. Moi, en tout cas, je passe beaucoup Bien de temps sûr. à déconstruire, mais... C'est exactement ça. C'est déconstruire. Mais tu te rends compte le nombre de choses qu'on fait totalement par habitude, par éducation, par intégration confort, sociale. par intégration sociale, partout. On peut remplacer, mettre la brique de Lego qu'on veut, tout dépend de nos parcours. Et sans jamais, et justement, la question permet de déconstruire et permet de réajuster. Ou alors, au contraire, de se dire, en fait, non, je suis complètement OK avec ça et je l'assume. Et dans ce cas-là, on est un peu plus serein. Soulage, ouais. Ou en fait, se dire, non, mais peut-être que je pourrais faire un peu différemment. Est-ce que tu crois que cette violence, elle est liée justement... Parce qu'avant, il y avait quand même des dogmes qui étaient très forts et qui guidaient nos vies. Donc, on ne se posait pas vraiment de questions, pas beaucoup. Parce que tout était écrit finalement. Donc, si tu voulais bien vivre, il fallait faire ci, ça, ça, et puis après, t'allais au paradis, etc. Est-ce que cette violence, elle est liée justement à cette liberté ? En tout cas, elle est liée, et tu le dis très bien, à ce manque en tout cas, cette absence de structuration très forte. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Sans doute. En tout cas, tout dépend comment on le prend. Mais je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais il y a un livre que j'aime beaucoup de George Steiner qui s'appelle Nostalgie de l'absolu, où il dit finalement, au XXe siècle, on a remplacé les religions qui étaient très structurantes par le marxisme, la psychanalyse, l'anthropologie. Donc, en fait, on a repris Marx, Freud et Claude Lévi-Strauss avec des livres sacrés, avec l'idée d'un paradis perdu qu'on pourrait retrouver. En fait, on a besoin justement de structuration parce que c'est hyper flippant. Le problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que le marxisme moyen, que la psychanalyse, on en voit les limites, que l'anthropologie, pareil, on a vu aussi qu'avoir ce regard-là n'était pas toujours le plus pertinent. Donc, on se retrouve à nouveau nu. À poil, en fait. À poil, paumé. Et en fait, vertige. Donc, on a encore envie de remplacer par d'autres grilles explicatives. Alors, les extraterrestres. Mais parce qu'en fait, effectivement, ne pas se lever le matin et faire face à cette question qui est la question philosophique par essence, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et qu'est-ce que je fais là? C'est ça. C'est pas toujours agréable. On a envie de se lever le matin en se disant, voilà, je vais croire en telle ou telle chose. C'est quand même plus confortable. Et est-ce que la philosophie peut être réconfortante dans ce sens-là? Ce que tu disais à Platon, peut-être ou... Oui, la philosophie peut être réconfortante parce qu'en fait, les philosophes n'ont pas peur des questions. Et rien que ça, c'est réconfortant. Alors, je parlais de Platon, on peut évidemment, je sais pas, Nietzsche, Bergson, y a, selon nos sensibilités, selon nos degrés de lecture, mais on peut trouver en tout cas le réconfort d'individus qui nous accompagnent dans nos questions. Il y a 2 jours, sur un sujet comme le travail, je lisais Bergson qui parle du travail comme l'idée peut-être en fait de la création de soi, et que le travail n'est pas juste un labeur mais aussi un espace de création, et qui se questionne là-dedans et qui nous accompagne là-dedans. Et bien finalement tu refermes et tu te dis ah ouais, en fait c'est vrai, pourquoi pas. Donc vraiment, l'accompagnement à travers la question, tu le trouves en philo puisque c'est la méthode philosophique par excellence. Donc ça ne peut que faire du bien. Et en fait, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être frustrant parce que dans la philo, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est que du questionnement. Exactement. Enfin, il n'y a pas de réponse Mais définitive. En fait, ce questionnement, et ça c'est vrai, t'as raison, c'est hyper frustrant pour certains. Alors pareil, quand je fais de la philo, et notamment dans des ateliers philo avec les enfants, t'en as toujours un qui répond « Mais c'est quoi la bonne réponse ?» Genre excédé, c'est insupportable ce truc. Mais en fait, il y a aussi la perspective de se dire, il n'y a pas, là où c'est pas tout à fait qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a juste pas une réponse qui soit un absolu. Et c'est ça, en fait, accepter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le livre de George Steiner, Nostalgie de l'absolu, un joli titre. C'est juste, il n'y a pas un absolu, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne mets pas en place des choses. Alors peut-être que si on faisait un atelier philo ensemble, on n'arriverait pas à la même conclusion, mais c'est pas pour autant qu'on ne mettrait pas en place des actions. Donc voilà, il y a aussi ce volet-là. Ça ne veut pas juste dire se poser des questions en se brossant les dents et en se disant, en regardant la vie tourner. Non. Ah oui. Non, bien sûr que non. Donc alors, attends, si je résume, il y a faire attention à son action, comment on participe, faire attention à ce qu'on consomme, tout à fait. Questionner, créer du lien, prendre soin,
soigner. Des autres et de soi. Ouais. Des autres, mais de soi d'abord Ouais. et des autres ensuite, parce qu'on peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Et puis, lire de la philo. Donc, non, mais au moins se questionner, c'est-à-dire questionner et peut-être déconstruire quand c'est nécessaire. Totalement. En tout cas, se poser la question. Moi, je trouve que la curiosité, tu vois, en tant que prof, tu sais ça, mais c'est un truc qu'on n'apprend pas suffisamment aux enfants. Je trouve que ou en tout cas, il y a cette expression, la curiosité est un vilain défaut, qui est très malheureuse, parce que si t'as pas de curiosité, tu ne questionnes plus, et c'est là où le problème se pose. Après, bon, on pourrait aussi se dire, le questionnement, ça amène à la défiance, tu vois, mais c'est vraiment ça. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'émerveillement, en fait. Le questionnement, c'est aussi le questionnement premier, quoi. Pourquoi il y a des étoiles, pourquoi elles sont là, pourquoi elles ne nous tombent pas dessus. C'est enfant quand tu poses un regard neuf sur l'existence et que tout d'un coup, t'es aussi émerveillé, quoi. C'est l'étonnement philosophique. Donc, avec tout ça, c'est plutôt un bon programme. Ouais, c'est plutôt chouette. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas, l'extériorité, donc, elle va rester en crise. On va pas s'en sortir. Donc, en fait, la question, c'est comment je travaille sur moi. Bien sûr. Pour traverser cette période. Parce que la période, elle va pas, on va devoir la traverser. Il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Oui, et que, de toute façon, crise ou pas crise, il y a toujours du mouvement à l'extérieur de nous et en nous. Et c'est comment, en fait, j'arrive à ne pas être rigide face au mouvement, parce que alors, effectivement, je risque de m'abîmer. Et se rendre compte que toute cette perspective-là, qui n'ont rien c'est pas une méthode figée. Enfin, je vais pas te dire, alors, étape 1, qu'est-ce que tu absorbes ? Non, mais en faisant tout ça, et ce qui, en fait, se répond, parce que une fois qu'on choisit ce qu'on consomme et ce qu'on absorbe, en fait, on se rend compte qu'on a peut-être envie de se poser plus de questions. Quand on se pose plus de questions, peut-être qu'on a envie de prendre un peu plus soin de soi. Et puis, en fait, en prenant soin de soi des autres, et ainsi de suite, en fait. Et t'es dans un cercle vertueux, et vraiment, je crois que nous sommes aussi capables, en fait, de tout ça. Et que certes, nous sommes une montagne de vulnérabilité, chaque individu est une montagne de vulnérabilité, mais aussi une montagne, en fait, de solidité. C'est-à-dire que je crois que c'est dans ce va-et-vient qu'on se définit. Super. Donc, je voudrais savoir, tu sais, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte pour ce début d'année 2021. Je veux vraiment, justement, claquer la porte aux informations qui nous apportent que des pensées toxiques. Et je crois que j'ai vraiment envie qu'on arrive ensemble à poser notre regard ailleurs et poser notre regard sur tout ce qui est merveilleux dans l'existence qu'on vit. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on prend pour acquis. Bien alors sûr. qu'en fait, elles sont exceptionnelles. Ouais, tu vois, typiquement, le fait de pouvoir manger tous les jours, le fait d'être dans un pays en sécurité. Totalement d'accord. C'est des choses qu'on prend pour acquis parce que ça nous semble logique, mais en fait, ça n'allait pas nécessairement. En tout cas, sur l'histoire de l'humanité, c'est quand même assez récent, quoi. Non, mais avoir la possibilité, tu vois, non seulement là d'échanger et de discuter, et pour ceux qui nous écoutent, d'écouter un podcast et de se dire, ah tiens, en fait, peut-être que ça me donne telle ou telle idée, mais c'est extraordinaire, en fait. Être en vie et pouvoir penser, il y a de quoi s'émerveiller. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.